Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, Auto, Moto, École. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, Auto, Moto, École. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les boys, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec deux grands hommes. À ma droite, monsieur Ousmane Timéra. Comment vas-tu? Que la paix soit sur vous, je vais bien. Tu vas bien? Oui. Est-ce que tu peux te présenter de manière succincte, s'il te plaît? Succincte? Oui. Ouais, Ousmane Timéra. Je fais de la philosophie. Je suis spécialisé dans les politiques publiques territoriales, diplômé de Sciences Po, l'école pratique de hautes études. J'ai fait avant cela des études en théologie musulmane. Et je suis responsable de l'Université populaire d'islamosophie. Et je termine ma thèse dans quelques mois. Entre le Sénégal, le Mali, la France, et peut-être une révolution spirituelle et intellectuelle à la fin de la vie. À ma gauche, monsieur Marwan Mohamed. Il en existe un autre, mais il y en a un autre aussi. Ex-responsable du CCIF. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu vas bien? Très bien, merci. On a pris du temps, on a essayé et on l'a fait. Là, ça se cale bien, Ah. les dates, le tout est bien. Ça fait plaisir d'enfin honorer l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, moi, je m'appelle Marwan. J'ai fait des études en maths appliquées, en fait, au stade Proba. Travaillé un peu en finance. Et ensuite, je me suis concentré aux questions de défense des droits humains pendant une bonne dizaine d'années. C'est là où j'ai eu l'occasion d'être bénévole et ensuite de travailler au CCIF. Et maintenant, en fait, je travaille pour des institutions internationales dans l'évaluation des politiques publiques en matière d'éducation et de santé. En 2017, 48% des Français pensent qu'il existe un affrontement fondamental entre l'islam et les valeurs françaises. Seulement 20% des sondés avancent que l'islam est généralement compatible avec les valeurs françaises. D'après une étude IFOP publiée par le Journal du Dimanche en février 2018, 56% des Français estiment l'islam compatible avec les valeurs de la société française, quand une majorité pensait l'inverse en 2016. Même si on note encore une forte polarisation en fonction des sympathies partisanes, 63% des sympathisants LR et 62% de ceux du FN le jugent incompatible avec les valeurs de la société française. Alors que 73% de ceux du PS, 60% de ceux de la France Insoumise et 58% de la République En Marche le pensent compatible. De nombreux documents internes obtenus par Mediapart montrent comment la chaîne CNews fait l'impasse sur les règles déontologiques élémentaires pour stigmatiser musulmans et étrangers, épargner coûte que coûte la police et criminaliser les mouvements sociaux. Après les attentats du 11 septembre 2001, puis l'essor de l'organisation d'État islamique, des études montrent une augmentation des actes islamophobes aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Des associations sont créées dans différents pays pour en défendre les victimes. À la suite d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, le 15 mars est choisi comme une journée internationale de lutte contre l'islamophobie. En 2023, la première journée de lutte contre l'islamophobie dans le monde a lieu le 10 mars. Ma question est la suivante, messieurs. La France est-elle islamophobe? Ok, donc peut-être on va rentrer par l'angle des faits, à travers ce que tu as dit. Il y a plusieurs choses. Il y a des mouvements politiques, il y a des expressions de sentiments populaires ou de la construction d'un sentiment populaire, il y a la parole et le discours médiatique, et il y a un certain nombre de chiffres que tu as donnés. Des chiffres à propos du nombre de musulmans et du décalage entre le nombre de musulmans selon les musulmans, le nombre des musulmans selon les non-musulmans et le nombre de musulmans réels dans le pays. Les chiffres d'opinion qui sont jetés à la figure du peuple à longueur d'écran sur les chaînes info, sans qu'on se penche jamais réellement en fait, sur la méthodologie de ces études, le cadrage de ces études, la solidité et la validité des résultats qui sont proposés. Mais on peut dégager déjà quelques tendances.
Il y a une surestimation de la présence musulmane dans les pays d'Europe. Et cette surestimation, elle a une intention claire, de dire que le problème musulman est numériquement plus grand qu'il n'est socialement. C'est la parole de Claude Guéant, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui expliquait que ce qui pose problème avec les musulmans, ce qui pose question, c'est leur nombre. D'accord. Donc en fait, c'est présent dès qu'on parle d'islam, quel que soit le sujet. Si on prend un petit peu d'islam, on est des musulmans modérés. Si on prend un tout petit peu trop d'islam, on est des musulmans extrémistes. Ce qui problématise l'islam dans son essence même, puisque ça devient une substance dangereuse qu'il faut consommer avec modération. S'il y a quelques musulmans et qui sont invisibles, ça pose pas de problème, on les tolère. On peut même s'enorgueillir en fait de la diversité du paysage français. S'ils atteignent une espèce de masse critique où ils existent, ne serait-ce qu'en tant que communauté d'action, pour construire des mosquées, pour ouvrir des commerces, pour se retrouver en famille, pour avoir des activités culturelles qui sont liées à leur spiritualité, pour avoir une action sociale, humanitaire ou autre, pour avoir une action citoyenne qui est inspirée à la fois par leur conscience politique et par leur foi, là ils deviennent un danger, et surtout dès qu'ils deviennent en fait des êtres humains et des collectivités en capacité. Donc, est-ce que la France est islamophobe? Sur le plan des chiffres, on a des données qui sont des données massives en termes de discrimination et de violence, et on sait, avec toutes les études qui ont été menées sur le sujet, que quels que soient les chiffres proposés du racisme, on l'avait vu ensemble, on sous-estime d'un facteur 5 la réalité du phénomène, parce qu'il y a un sous-report, et que les autorités en charge du report des actes, la police, les bureaux de lutte contre les discriminations, ne sont pas perçus comme des alliés dans la recherche de la justice. Il y a moins en moins de personnes qui Complètement. dénoncent Oui. ce qu'ils subissent comme islamophobie. Avec exactement les mêmes logiques qu'on va retrouver sur les cas d'agression sexuelle, sur les cas de violence. Dès qu'il y a une composante, on a peu de chances d'avoir un impact à la fin. 2, il y a une composante humiliante et stigmatisante. 3, il y a une mauvaise prise en charge, ne serait-ce qu'humaine, sur le plan de « asseyez-vous, monsieur, racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé ». Dès qu'il y a ces paramètres-là qui sont écrasants dans la déclaration des actes de discrimination et de violence raciste, on va avoir un sous-report massif. Et après, les chiffres qui sont proposés en termes d'opinion de la population vis-à-vis de la présence musulmane et de la construction de l'existence d'un problème musulman, ça, en fait, on ne mesure pas la réalité d'un problème. On mesure la performance d'un discours médiatique et politique. Quand on nous dit 75% ou 80% sont opposés à la visibilité du foulard ou à la construction de mosquées, c'est pas une opinion, ça. C'est 85% ont écouté la télévision, puisque à la télévision, on leur explique à longueur de journée que l'islam est un problème, la présence musulmane est conquérante par essence, la visibilité musulmane est une défiance, et on rentre après dans des schèmes qui, même du point de vue clinique, psychiatrique, posent question. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un rapport qui est systématiquement problématique aux musulmans? S'ils sont visibles avec des signes identifiables, barbe, port vestimentaire, foulard, on dit qu'ils nous défient, qu'ils nous envahissent. Si ces signes ne sont pas visibles, qu'ils adoptent des codes culturels, vestimentaires, linguistiques, qui sont majoritaires dans la société, on dit qu'ils nous infiltrent. Et ce, quel que soit le comportement, en fait, de ces Noirs, de ces Arabes, de ces musulmans, qui font partie et qui définissent la société française. Donc sur les chiffres, oui, il y a une islamophobie massive en France du point de vue des discriminations et des violences. Historiquement, et jusqu'à il y a encore quelques années, elle était de manière écrasante focalisée sur les femmes musulmanes. On a vu à travers toutes les politiques et la dérivation, le dévoiement des politiques de lutte antiterroriste, que maintenant les hommes musulmans étaient ciblés avec une manière spécifique également. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une reconnaissance, une prise en charge institutionnelle de la condition musulmane en France? Réponse, non. Le rapport qui est construit avec les communautés musulmanes est un rapport de contrôle, dans les deux sens du terme. Le mot contrôle, il a deux acceptions. La première, c'est je contrôle, c'est-à-dire j'ai une influence sur le comportement, la direction, l'autonomie, les moyens d'action d'une communauté, d'un groupe, d'un agent. Le deuxième sens du mot contrôle, c'est la surveillance. Or, depuis l'époque coloniale, quels que soient les territoires coloniaux où la France était implantée, son rapport avec les communautés musulmanes, puisque c'est ainsi qu'elle nous nommait dès lors, par notre religion, qui était construite comme une catégorie raciale à l'époque,
C'était ce rapport qui était conditionné à la docilité du sujet colonial. Et donc on classait les bons et les mauvais musulmans, ceux qui soutenaient la République et ceux qui étaient des ennemis de la République. Cette continuité coloniale, on la voit encore aujourd'hui, et c'est ça qui fait que dans le descriptif et l'introduction que tu faisais, quand on parlait de Sarkozy, littéralement, le dessous de cette création du CFCM, c'est que Sarkozy convoque les responsables associatifs musulmans à Place Beauvau autour d'une table, et il arrive avec une pile de dossiers. Dans cette pile de dossiers, il y a le cousin d'un tel qui cherche une carte de résidence et le renouvellement de ses papiers. Il y a un tel qui a un contrôle fiscal. Il y a un tel qui a un intérêt ou qui cherche un permis de construire pour la mosquée. Il y a telle association qui était hors du giron de la République et qui cherche à se normaliser. Et il leur dit de manière très simple et très pragmatique, au moins c'était une de ses qualités, même si je désapprouve le projet qui a été mené, du point de vue pro, il était très pro de ce côté-là. Soit vous vous mettez d'accord et on crée le CFCM et voilà quelle va être votre mission, soit en fait on va régler vos dossiers un par un. Et tout le monde comprend ce qu'ils doivent faire. Et ce rapport n'a pas fondamentalement changé. On a remplacé Sarkozy par Darmanin, mais le traitement des communautés musulmanes reste dans ce paradigme. Et je prends juste un exemple parce qu'il me touche particulièrement. C'est celui d'un homme, ça se passe en ce moment, qui est enfermé, qui est en centre de détention, qui s'appelle Abdelrahman Ridwan. J'ai pas envie de faire de classement, s'il y avait parmi tous les cadres associatifs que j'ai rencontrés dans toute mon expérience auprès des communautés musulmanes de France, une personne que je citerais comme un modèle d'intégrité, de bienveillance, de souci de son prochain, toute communauté confondue, qui était auprès des jeunes à longueur de journée, à qui Allah n'a pas donné la possibilité d'avoir une famille, des enfants, et qui s'est focalisé à tendre la main à tous les enfants de toutes les communautés autour de lui, qui s'inquiétaient de leur succès à l'école, de leur bon comportement, de leurs activités culturelles, de leurs activités sportives, pendant des décennies. Il a fondé une mosquée, la mosquée de Pessac. Il a une communauté qui est unanimement ralliée autour de lui, où il fait le bien depuis des décennies. Et c'est cet homme-là qu'on criminalise. Pourquoi ? Parce que homme, musulman, noir, leader d'une communauté locale, s'étant exprimé en faveur des Palestiniens face au génocide qu'ils subissent à l'heure actuelle. Il a gagné à 4 reprises en justice, faisant voler en éclats toutes les accusations dont il faisait l'objet. Mais c'est là qu'on voit que l'état de droit, en fait, n'intéresse pas certaines figures politiques, puisque malgré tous ces résultats-là, ils ont attendu la première occasion pour l'enfermer et essayer de le renvoyer au Niger. Et donc, pour que vous compreniez en fait le niveau de méchanceté et l'intention politique de casser, de détruire toute forme, non pas de dissidence, même d'autonomie et de dignité musulmane au niveau individuel, il faut savoir que les épisodes précédents dans ce dossier-là, c'est que même quand sa sœur, sa grande sœur, mourante au Niger, attendait sa visite pour quelques jours dans les derniers moments de sa vie, pour pouvoir la suivre dans ces derniers moments, l'enterrer dignement, prier sur elle, eh bien ils ont retenu pendant des semaines le récépissé qui aurait permis à Abdelrahman d'aller se recueillir auprès d'elle. Donc quand on dit qu'il y a une intention de casser, de détruire toute forme d'émergence d'une voix musulmane, non pas même pas dans la défiance ou dans la dissidence, mais dans l'expression libre, complètement consentie, pleinement pensée et autonome, au sein et en conformité avec les lois du pays dans lequel on vit, c'est une intention qui est continue depuis des temps coloniaux immémoriaux jusqu'à l'heure où on s'exprime aujourd'hui. Et ce que l'on vit, y compris nos expériences individuelles et familiales, je suis sûr que si on creuse un tout petit peu, on va ressentir et on va ressortir des dossiers où on se dit, voilà, tel moment où j'ai pas eu telle opportunité universitaire, telle opportunité entrepreneuriale, telle situation où m'exprimer a eu un prix, d'accord ? C'est structuré par quelque chose dont on hérite, et en tant qu'homme, en tant que femme musulmane, on doit composer avec. Pour certains critiques, l'islamophobie est un terme qui peut, en confondant la haine envers les musulmans et la critique de l'islam, mettre sur un même plan discrimination envers les musulmans, un acte délictueux et critique de la croyance et de la pratique religieuse autorisée dans une société laïque. Ma question est la suivante. Au vu de la controverse autour de ce terme, tout comme autour du terme négrophobie, l'islamophobie existe-t-elle vraiment ? Ne devrions-nous pas plus parler d'actes anti-musulmans plutôt que d'islamophobie ? Ce débat-là, c'était 2010-2011 qu'il a été arbitré. On s'est rendu compte très rapidement, et tous, et à peu près en même temps, que
les gens qui trouvent le terme controversé veulent qu'il soit controversé. Ce qui leur pose problème, c'est qu'on choisisse nos mots. Ce qui leur pose Exactement. problème, c'est qu'on pense nos concepts. Ce qui leur pose problème, c'est qu'on ait le droit à la parole au bout du compte. Parce que ça leur prend 5 minutes d'inventer des termes qui nous concernent. Parler d'islamo-gauchisme et le valider comme un idiome relativement accepté dans la société raciste, ça, c'est quelque chose qui prend 5 minutes. Mais par contre, un concept qui est posé, défini, reconnu de manière normative depuis maintenant des décennies et qui a été défini par les Français eux-mêmes depuis les temps coloniaux, ça, par contre, là, on a des problèmes de résonance cognitive, on a des problèmes de langage, on a besoin d'un dictionnaire. Donc on va le dire juste une fois pour toutes. Définition normative de l'islamophobie, l'ensemble des actes de violence et discrimination qui visent des personnes musulmanes d'apparence ou non, donc réelles ou supposées, en raison de leur appartenance religieuse. D'accord ? Donc on parle de faits. Ensuite, on a une définition institutionnelle, celle C'est de ça, la exactement. CEDH et de Mm. l'ONU. Et puis on a une définition sociologique qui en vérité me semble la meilleure, puisqu'elle inclut en fait les causes et les conséquences du phénomène. C'est celle de Maman Mohamed Abdelali Hajjat, la construction d'un problème musulman. Oui. À partir du moment où tu construis l'appartenance musulmane comme un problème, que ça aboutisse ou non à une discrimination, que ça aboutisse ou non à une violence, on est déjà en fait dans le champ islamophobe. Donc c'est clair, on ne parle pas du blasphème, on ne parle pas de critique des religions, mais apparemment il y a des gens qui ont du mal à entendre, mais bon, peut-être qu'à la 2000e fois ça passera. Monsieur. Oui, c'est une question En fait, le rapport entre un maître et ce qu'il pense être son esclave, c'est d'abord et avant tout, après le rapport de domination physique, c'est la domination mentale. Et le maître adore choisir les mots par lesquels son esclave pense, et c'est comme ça qu'il arrive à le maintenir. Et dès lors que l'esclave ose parler, penser par lui-même, oh mon Dieu, c'est un crime de lèse-majesté, que nenni, ils ont leurs mots, et il faut qu'on ait nos mots. La judéophobie, c'est accepté, pourtant c'est tous très bien, ou le terme antisémitisme, on tous très bien que ça ne correspond pas à la réalité ethnique, raciale, puisque les Arabes sont aussi des sémites. Mais on sait tous qu'est-ce que ça vise. Voilà. On ne chipote pas sur l'exactitude du terme. On sait que ça vise toute forme de discrimination, de violence et d'hostilité envers des personnes qui sont de religion juive ou qui sont apparentées du point de vue de ceux qui discriminent à cette religion. Bah, c'est la même chose pour l'islamophobie. Alors, il y en a qui veulent critiquer l'islam. Marhaban. En fait, il n'y a pas de critique de l'islam, c'est pas vrai. Moi, j'aimerais qu'il y ait une critique posée. Venez, on se pose entre philosophes, entre intellectuels, et venez, on essaie de réfléchir sur ce que c'est que l'islam. Vous dites que l'islam est incompatible avec la République. Ok, mais donnez-nous les raisons, conceptuelles même. Déjà, une République qui se respecte et une démocratie qui se respecte, si elle n'a pas envie de tourner vers la dictature, ne se pose pas de question de compatibilité des religions des membres de sa société. C'est une volonté totalitaire et donc antidémocratique que de questionner le bien fondé de la religion des uns et des autres. On est déjà dans du totalitarisme là. Ceux qui posent cette question, ce qu'ils veulent, c'est nous dégager d'ici et transformer le pays, la France, en une dictature. Donc c'est ça, la question posée indique déjà l'intention. Donc il ne faut pas tomber dans oui, on va essayer de discuter sur les mots. L'intention, elle est politique, elle est de nature à dominer l'autre. C'est un premier élément. Deuxième élément, il y a encore une fois une islamophobie de surface, une construction médiatique qui convainc un pan important de la population, puisque dans la présentation que tu as faite tout à l'heure, dans les années 80, il y avait un certain nombre de pourcentages qui étaient hostiles ou qui pensaient que l'islam était incompatible ou que le port du voile pouvait poser problème. Ils n'étaient pas majoritaires dans le pays. Aujourd'hui, ils sont devenus majoritaires. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a eu une construction effectivement médiatique et politique où les médias aujourd'hui, 24 heures sur 20, moi je suis même étonné qu'il n'y ait pas 100%. C'est que le nombre de choses qui tous les jours tombent sur les musulmans, tu dis non, 60% c'est qu'il y a encore des gens bien ici dans ce pays. Nous-mêmes, on flippe. Non, mais c'est vrai. Bon, moi, il y a des fois, je me regarde, je dis, à mes cousines, mes cousins et mes sœurs, je dis, bon, la ramenez un peu pas trop, calmez-vous, les gars. On est en France. Mais, donc, moi, je trouve que c'est même un signe de résistance de la part de la société française que de ne pas céder aux sirènes. Parce que c'est tous les jours. Cependant, il y a des éléments à l'intérieur de la communauté musulmane qui, comment dire,
appuie, entre guillemets, cette islamophobie de surface, là où nous devrions stratégiquement nous concentrer sur ce que vise en réalité l'ennemi, c'est-à-dire le problème de fond, c'est-à-dire dans 50 ans, ces gens-là risquent d'être importants. Donc il faut empocher cela avant que cela vienne. Et et c'est une discussion que j'avais avec Marwan et sur laquelle sans doute on aura des désaccords qu'on pourra exprimer et peut-être en fin de compte je serai d'accord avec lui. Mais quand nous on sait ça en tant que responsable musulman, en tant que communauté musulmane, en tant que parent, en tant que papa, en tant que leader, il faut avoir une pensée stratégique. Il y a des choses qu'on met en avant, des choses qu'on met en arrière, en fonction des priorités que nous donne bien sûr notre religion et en fonction de l'enjeu socio-culturel et économique dans lequel nous nous trouvons. Lors d'un colloque universitaire auquel j'avais participé, dont le fameux Zima avait aussi participé, je salue du fond de mon cœur et je demande à Dieu à ce qu'il soit libéré, ainsi que tous les hommes et femmes injustes qui sont maltraités dans ce pays et ailleurs, musulmans ou pas d'ailleurs. Mais une chose était venue, c'était la différence entre la pratique africaine musulmane et la pratique maghrébine musulmane. Et il y avait une étude sociologique qui indiquait que, par exemple, pour les questions de tenue vestimentaire ou de voile, 80% des musulmans africains noirs interrogés disaient que pour eux, c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est la pratique. Et que pour les tenues vestimentaires, c'était pas la fin du monde. Le chiffre inverse, mais de même proportion, du côté de personnes d'origine maghrébine, montrait qu'ils donnaient beaucoup d'importance, par exemple, à la tenue vestimentaire que le voile. Indépendamment de savoir si c'est obligatoire ou pas, c'est pas ça le propos. On n'est pas là, en fait. C'est la perception, en fait. Qu'est-ce qui, pour certains, est une priorité, sur laquelle on ne peut pas, comment dire, négocier, et d'autres qui estiment que non, là, ça, on met ça de côté, c'est plutôt ça qu'il faut mettre en avant. Or, les leaders, et c'est là où se pose ma critique, à l'aune de l'ensemble de ces éléments dont je viens de parler, international, économique et autres. L'enjeu, c'est que les enfants africains, maghrébins, musulmans ou pas, n'aient pas de place au sein de l'élite dans les 20 ans, 30 ans, 40 ans à venir. Il y a des gens qui ne veulent pas céder la place. Et je les comprends. Mais il ne faut pas que nous soyons naïfs. Donc à ce moment-là, quand vous avez des gens qui, pendant 40 ans, essayent d'empêcher vos filles d'aller à l'école pour le voile. Encore une fois, je ne suis pas sur la question théologique. Je suis juste sur la question, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il faut que je fasse face à ma fille qui a 13 ans, on va l'empêcher de réussir sa vie. Et ceux qui sont en face, ils sont tenaces. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Je dois, en tant que leader, réfléchir sur quelles sont les positions avantageuses dans le long terme qui me permettent de lutter contre le piège qui m'est tendu. Pareil, du point de vue, quand on a par exemple des imams dans leur manière de s'exprimer, encore une fois, ils ont le droit de s'exprimer comme ils veulent. Et c'est pas normal qu'on leur fasse la misère comme ils sont en train de le faire en ce moment. Et ça indique la faiblesse institutionnelle et la faiblesse économique et politique des musulmans eux-mêmes. S'ils se font, c'est comme dans la rue, quoi. C'est le plus faible qui se fait prendre des baffes. C'est tout. Le plus fort, on ne lui donne pas de baffes. Et pour conclure, la question c'est, en tant qu'imam, si vous maintenez ce que vous pensez être à ce moment-là l'importance dans l'islam, la tenue vestimentaire, le fait de parler arabe. Moi, je parle arabe, je n'ai pas de problème avec ça. Mais on est dans une société où on essaye de mettre ces éléments culturels de différenciation comme étant le centre qui fait que vous ne pouvez pas rester dans ce pays. Mais parce que eux, ce qu'ils vivent, c'est votre présence même. Je fais preuve d'intelligence et de stratégie théologique et intellectuelle. Je fais en sorte que culturellement, comme ce que les Noirs américains ont fait pour lutter contre les discriminations. Ils n'ont pas tout à fait réussi. Mais le fait qu'aujourd'hui un raciste ait honte d'exprimer son racisme après tant d'années d'esclavage et d'apartheid, c'est parce que sur le plan culturel, sur le plan symbolique, sur le plan intellectuel, il y a eu un travail qui a été fait en évitant, en tout cas au maximum, la confrontation directe que ceux qui ont les armes veulent avoir tout de suite. Nous, on n'a pas les armes, mais on a le temps devant nous. Et ce n'est pas en multipliant les obstacles immédiats que nous allons y arriver. Tout à l'heure, tu évoquais la critique ou l'autocritique. Dis-nous les choses. Ces véhicules mal stationnés pour les jours de prière du vendredi, non loin des mosquées, qui importunent bon nombre de riverains,
aux sorties de chaque prière devant les mosquées, dans un certain nombre de villes, des fidèles très enthousiastes gênent le voisinage. Des situations récurrentes qui font carrément chuter le coût de l'immobilier dans ces endroits où sont construits des mosquées. Et pour finir, bon nombre de quartiers populaires sont majoritairement peuplés d'Africains noirs subsahariens et de Maghrébins majoritairement musulmans. D'où logiquement cette minorité délinquante dans les quartiers dont les protagonistes sont majoritairement musulmans. Ma question est la suivante. Les musulmans donnent-ils le bâton pour se faire battre? Hmm. Marwan. Alors, je réponds en deux temps. La première, c'est la lecture qui est faite du comportement des musulmans. Ça, c'est une lecture politique en tant que telle. C'est-à-dire que quand tu sors et il y a eu un match de foot, il y a plein de monde qui s'est garé à droite, à gauche, qui s'est mal garé, ce sont des incivilités. C'est la lecture que tu en fais. Voilà des gens qui sont mal polis, qui n'ont pas de respect pour les riverains, qui n'ont pas de respect pour l'entourage. Quand par contre, le même type de comportements sont observés de la part de Noirs, d'Arabes ou de musulmans dans le contexte d'un événement culturel ou d'une pratique religieuse près de la mosquée ou autre, là on va en faire une lecture raciale. Vous voyez comme ces gens sont mal éduqués? Vous voyez comme ces gens n'ont pas de valeur? Vous voyez comme ces gens ne nous respectent pas? Que nous-mêmes, on adopte d'ailleurs. Ouais, les nous-mêmes, Noirs on et les adopte. Arabes, c'est les mêmes. Et donc du coup, en fait, nous on valide ce discours. Donc ça, j'entends, mais je ne prends pas en compte pour savoir comment on doit se définir cette critique qui parfois tombe complètement à plat. Quand tu fais une lecture raciale de la criminalité, c'est une lecture raciste. Parce que les déterminants sont individuels, la responsabilité est individuelle, mais il y a des déterminants sociaux dans lesquels les Noirs et les Arabes sont surreprésentés. Donc tu as une corrélation et non pas une causalité entre le fait d'habiter dans un quartier populaire et d'être dans des situations vulnérables ou précaires économiquement et certaines formes de criminalité. Encore une fois, ça n'explique pas la responsabilité, ça n'excuse pas la responsabilité qui est totalement individuelle. C'est pas parce que nos parents sont pauvres, qu'on n'a pas les moyens, qu'on vit dans une cité, que ça justifie quoi que ce soit en fait. On a tous eu des moments comme ça, on a tous eu à un moment donné dans notre famille des difficultés, on a tous subi ce type d'épreuve, et c'est pas pour autant que nos parents nous ont validé ce type de comportement. Et d'un autre côté, au sein des communautés musulmanes, tu as quand même cette responsabilité et cette vocation à adopter un comportement d'excellence. Et t'attends pas que ça joue ou que ça ne joue pas sur l'opinion des racistes pour savoir comment tu dois te comporter avec tes frères et sœurs, avec tes voisins. Au point où il y a même, du point de vue religieux, le droit de la rue, en fait. Le droit de la rue à être dégagé, le passage à ne pas être bloqué, l'hygiène du quartier, les relations de voisinage, le nombre de rappels que les imams et les éducateurs font avant chaque prière. S'il vous plaît, prenez 5 minutes et venez à l'avance, garez la voiture correctement. Pendant la Ramadan, quand il y a les prières de Tarawih, il y a des papas et des tontons qui ne prient pas, qui sont dehors à faire le parking juste pour éviter ça. Eux aussi, ils aimeraient prier avec nous. C'est vrai. Eux aussi, ils aimeraient manger avec nous. Mais eux, ils sont dehors, en fait. Pourquoi? Pour éviter qu'en fait, on ait des situations comme ça, où non seulement on donne le mauvais exemple, mais en plus, on fait quelque chose qui vient contredire, du point de vue des valeurs, le message que l'on vient adorer, le message que l'on vient proclamer. D'accord? Donc, il faut qu'on ait en fait ce jeu où à la fois on vise l'excellence sans chercher à obtenir l'approbation de gens en fait pour qui en fait notre comportement n'est pas une condition au respect. Quel que soit le bon comportement qu'on adopte, et oui, il faut viser l'excellence. Et je pense, je ne peux pas parler pour toi Ousmane, pour toi Boubacar, je pense qu'on est parmi les plus exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, comme vis-à-vis de notre entourage. Je dis, hey, attends pas qu'ils disent ça de nous pour savoir comment on se comporte, pour être à l'heure, pour être propre, pour être juste, pour être respectueux en toutes circonstances. Mais comprends que ta dignité n'est pas conditionnée à ce que vont en dire les racistes. En fait. Donc, une fois qu'on a ces deux boutons dans le jeu, je pense qu'on s'en sortira pas mal. Et après, sur les phénomènes un par un, que ce soit les incivilités ou les formes de criminalité, là, il faut rentrer dans le détail et de dire, OK, voilà les mécanismes d'intervention qui sont les plus utiles, quelle part on a envie d'y prendre. Ce travail, d'une certaine manière, il a été esquissé, je dirais, par tâtonnement, et parfois par tâtonnement relativement incertain, par les mouvements associatifs des années 80 et 90, dont certains étaient aussi des mouvements religieux. Tu regardes ce que faisaient les associations de quartier.
tu regardes ce que faisaient dans les mosquées les mouvements un peu tabliers avec le Khourouj et tout ça, bon, je laisse de côté l'aspect théologique, mais le fait que tu occupes l'espace public avec une parole de bien et d'inciter les gens à faire le bien, et tu fais passer ça de porte à porte et de rue en rue pour dire hey, vas-y, viens, on va jouer au foot, ou bien viens, on va à la mosquée, ou bien viens, on va manger un morceau, mais il n'y a pas de squat à avoir, il n'y a pas de désordre amer, on vit ensemble dans le même quartier. Ce mouvement-là a été criminalisé aussi. Donc s'il y avait vraiment un intérêt à ce que dites à vos enfants et dites à vos peut-être qu'il va aller discuter plutôt que de mettre des gens en prison ou de dissoudre des assos ou autre. Et c'est vrai que il y a un regard, parce que moi je me souviens quand j'étais médiateur social, après ça j'étais chef de projet politique de la vie, mais quand j'étais médiateur social, on sentait quand même une forme d'intolérance accentuée en fonction, ou pas d'ailleurs, en fonction de qui était en bas en train de nous embêter. Et moi, je considère que ce n'est pas aux citoyens d'être responsables, ou à une communauté particulière, d'être responsable des incivilités qui sont des incivilités produites par des êtres humains avec des règles d'êtres humains. Ce n'est pas des extraterrestres. Il y a des incivilités dans toutes les communautés. Ceux-ci font partie de la communauté nationale. Nous avons des études, nous avons des politiques publiques. Il faut penser les modalités sur le plan de l'éducation, sur le plan des structures socio-économiques, sur le plan de l'emploi, sur le plan de ce qu'on offre aux gens pour qu'ils puissent se réaliser en tant qu'individus. Il y a des choses à mettre en place. Et ça n'est pas, en fait, accuser les quartiers ou la communauté d'appartenance de ces individus de l'incivilité de leurs membres, mais en fait, ce n'est pas leurs membres. Du point de vue français, on ne devrait pas avoir ce regard, en fait. C'est les membres de notre société. Donc, il y a une défaillance, en fait, cognitive et intellectuelle et philosophique de la République française. D'un côté, elle dit on ne reconnaît pas les communautés. Par contre, elle communautarise les incivilités pour mieux discriminer. Donc, tout ça, c'est du bouillon intellectuel qui ne vaut rien du tout. Maintenant, la question qui se pose, de notre point de vue, nous qui sommes là, qui ne sommes pas en responsabilité politique, il y a des gens qui vont dire qu'on a des ambitions. Oui, on en a. Parce que ce pays, il est le nôtre, il est hors de question qu'on soit les clochards de la République. On a des compétences, des capacités, et je pense qu'on en a plus que ceux qui sont en train de nous diriger aujourd'hui en termes d'expérience de vie. Notre expérience de vie est manquante aujourd'hui à la réflexion médiatique politique de la France et de son avenir. Nous devons nous imposer par la culture, par l'exigence et par la contribution. Mais je ferme cette petite parenthèse. Mais les responsables, les leaders des communautés africaines, maghrébines, musulmanes, quelle est notre responsabilité? Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est très difficile. Je dis qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été menés. Je dis aussi qu'on exige beaucoup de cette communauté en un laps de temps aussi court, qu'on n'a pas exigé, on n'a pas eu ces mêmes exigences pour d'autres communautés. Ils ont mis des siècles pour pouvoir s'installer et s'instaurer. Donc il faut voir aussi les progrès phénoménaux. Moi, c'est mon père qui vient du bled. Je suis Sciences Po Paris, je suis au CNRS. En une génération. D'autres ont mis 3 générations, voire 4 pour arriver à ce résultat-là. Donc, le travail, il a été fait. Mais il faut faire preuve d'autocritique. Les conditions socio-économiques, médiatiques et symboliques qui permettent la souveraineté d'une communauté, son indépendance et sa capacité à être contributive ne sont pas présentes. Dans une telle situation, nous sommes dans une situation de vulnérabilité, de colonisabilité et de mise en situation d'avoir des leaders qui ne sont pas formés pour. J'en ai rencontré des responsables d'associations, mais qui carrément faisaient sur eux devant le maire. Et c'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, c'est une éducation. Et c'est normal, le gars, il parle pas bien français, il n'est pas très diplômé, il a un rapport aux institutions où c'est limite Dieu lui-même qui est en face de lui. Donc, il y a un problème de personnel aussi au niveau des leaders. Je pense que la génération qui a mené le combat de l'intégration, entre guillemets, de l'islam avec leur histoire d'islam de France est en situation d'échec et de défaite. La question, c'est que les générations suivantes, les nôtres, mais bientôt nous aussi, on va commencer à vieillir, et ceux qui viennent après, on doit changer de registre.
Le but, c'est pas de s'intégrer. On est déjà intégré depuis longtemps. Quelqu'un qui a grandi ici, il peut pas être intégré plus que ça. La question, c'est quel type de contribution? Quel type de stratégie sur le plan économique, sur le plan culturel et enfin sur le plan politique allons-nous mener? De quelle manière est-ce que nous allons faire en sorte que des élites, à un moment donné, puissent émerger parmi nous et qu'ils soient présents dans les différents lieux de décision? C'est pas de l'entrisme, c'est de la citoyenneté, ça. Et ceux qui pensent que c'est pas de la citoyenneté, c'est de l'entrisme, ce sont ceux qui ont encore un cerveau d'esprit colonial qui ne veut pas que des gens comme nous puissent, à un moment donné, parler d'égal à égal. Il ne faut pas être dupe. Mais qu'est-ce que nous mettons en place? Est-ce que nos mosquées aujourd'hui, qui est le cœur de la vie de la collectivité musulmane, est-ce que ce sont des lieux où on construit des êtres humains entiers? Pas on est dans la mosquée, on est dans un cocon entre nous, et quand on sort de la mosquée, c'est autre chose. Pourquoi, à un moment donné, puisque les mosquées et les écoles, ou les formations religieuses ou théologiques, ou les associations, ont été construites, et c'est normal, dans les années 60-70, autour de l'idée de protection de l'identité. Et ils ont réussi. Bravo. C'est pour ça que nous, on est là. Mais nous, on ne peut pas continuer la même recette. C'est fini. On doit penser quelque chose de beaucoup plus universel, de moins communautaire, même si on est acculé dans nos spécificités, parce que s'il y a des problèmes, c'est parce qu'on sort en réalité. Si vous ne sortez pas, il n'y aura pas de problème. Mais je pense que le fait que nous soyons sortis exige de penser une politique, une vision, une théologie, une contribution civilisationnelle qui soit autre et qui prenne en considération les problématiques françaises, l'identité culturelle, le goût. Je reviens sur l'affaire de nos imams. Moi, je regarde les imams. Aujourd'hui, je suis parti. Mais moi, je suis heureux d'y arriver en retard. Parce que le discours est en complet déphasage avec les besoins qui sont les nôtres, avec notre culture. Et quelquefois, la plupart des imams parlent un français qui est vraiment très, très délabré, premièrement, ou deuxièmement, ont le besoin de parler arabe, ce que je comprends. Mais parce que dans l'objectif de montrer qu'on a notre identité, la majorité, effectivement, des gens de la mosquée se sentent à l'aise. Mais ça, du point de vue de l'extérieur et du message, ça passe pas. Ça ne passe pas parce que nous ne prenons pas en compte cette islamophobie de surface qu'il faut prendre en considération. Les trucs de l'abaya aller à l'école, c'était une erreur. T'as le droit, hein. T'as le droit. Mais ma sœur, t'as fait plus de mal à ta religion, à la perception des gens de l'islam qu'autre chose. T'as le droit de porter ton abaya. Mais tu pouvais à un moment donné penser stratégiquement autre chose. Donc, c'est à un moment donné, je n'incrimine pas, mais je dis qu'il y a des choses à changer chez nous si nous voulons, à un moment donné, gagner le combat pour l'égalité. Depuis peu, à ma plus grande surprise, des gens avec qui on a grandi dans les quartiers non musulmans, souvent chrétiens ou athées, d'origine congolaise, antillaise, camerounaise, ivoirienne pour ne citer que, depuis peu, ces gens que nous connaissons depuis la plus tendre enfance, pour la plupart, me surprennent en ayant spontanément devant moi, sans gêne, des réflexions dignes de partisans du RN concernant les musulmans. Ces gens avec qui nous avons grandi, pour reprendre les lyrics du groupe Idéal J, dans le titre Le ghetto français, ces gens avec qui nous avons partagé nos journées, parfois nos secrets, nos galères, mais surtout nos délires, seuls resteront pour nous entre ces murs de bons souvenirs. Seraient-ils devenus islamophobes à cause ou grâce à tout ce tapage médiatique autour des musulmans? Certains de ceux et celles non musulmans avec qui nous avons grandi seraient-ils devenus islamophobes à leur tour? En fait, je reviens à ce qu'on disait en introduction tout à l'heure. Quand j'entends ce genre de discours, qui relève, pour reprendre les termes d'Ousmane, d'une forme d'islamophobie de surface, j'en déduis qu'ils ont la télévision chez eux, en fait. Le type de propos qui sont tenus, le type de discours qui sont diffusés, sont vraiment en fait des idiomes, des expressions qu'on va retrouver dans le cadrage qui est proposé par l'extrême droite, dans le cadrage qui est proposé par les chaînes info qui diffusent cette idéologie. Bon, peut-être que c'est le défaut du travail et le défaut d'avoir eu ces conversations pendant trop longtemps. Maintenant, j'essaie plus de convaincre. Juste, je pose des questions. Ah ouais, quand est-ce que tu as vu ça en fait? Ouais, avec la baya, elle la pousse trop, ou elle essaie de s'en servir pour convertir les autres. T'as un exemple d'une fille que tu connais dans le quartier qui a fait ça? Non? Alors de quoi tu parles en fait? T'as un dossier spécifique où une fille, elle serait allée, elle portait un survêt d'habitude ou un pantalon d'habitude, et là elle a mis une abaya, elle a un plan pour essayer de convertir le reste de la classe? Non?
Alors de quoi tu parles? Et si elle enlève la baya et qu'elle a ce même agenda idéologique dans la tête, Ça change tu rien. crois que ça va changer quoi que ce soit, l'intention qu'elle a? Donc au fur et à mesure, en fait, cette logique de questionnement ramène les gens au réel. C'est pour ça que dans les points de cadrage essentiels, quand on vous cite des chiffres à longueur, les Français pensent que, les Allemands pensent que, il y a trop les musulmans sont un problème, ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a eu une étude académique sérieuse qui a été mise en œuvre et qu'on dit, OK, est-ce que vous connaissez des musulmans dans votre entourage? Et que tu catégorises la fraction des répondants qui connaissent des musulmans, là, les chiffres sont inversés. Oui. Si je connais un musulman, au-delà de ce que j'en vois sur CNews, ben en fait, je ne peux pas dire que c'est un problème. Puisque c'est mon voisin musulman, je vis avec lui. C'est ma collègue musulmane, je travaille avec elle. Ce sont les enfants musulmans dont j'ai la charge en classe. Ou c'est l'enseignante musulmane qui prend en charge mes enfants. Donc, mon expérience humaine a strictement rien à voir avec ce que je vois sur mes écrans, sauf que, pour reprendre un terme que vous connaissez, c'est performatif. Oui. Ce qui se passe dans les médias produit des représentations, ces représentations influencent des comportements, ces comportements ont des conséquences dans la vie. C'est pour ça que ce n'est pas juste des chiffres projetés dans des sondages. Ces sondages sont comme des invocations, comme des prophéties qu'on souhaite voir se réaliser. Et si on dit bah, les musulmans sont un problème, 80% des Français le pensent, des gens qui étaient, on va dire, dans l'espace de conversion, ils n'avaient pas d'opinion particulière, au fur et à mesure, quand tu leur dis mais qu'est-ce que tu penses de ça, ce qui te sortent, c'est pas ce qu'ils ont mûrement réfléchi, c'est l'occurrence qui est disponible dans leur case mémorielle associée au concept musulman et islam. Et ça, c'est structuré parce qu'ils entendent à la télé. C'est malheureux à dire, mais tant que, et là je rejoins Ousmane vraiment dans les grandes lignes, tant qu'on n'aura pas construit pour nous-mêmes collectivement une exigence culturelle qui fait que ma construction d'une opinion, ma formulation d'un jugement est basée sur autre chose que on m'a dit que, j'ai entendu que, j'ai vu que, alors on sera colonisable. Alors on sera mobilisable les uns contre les autres. Et c'est pas pour rien si tu as pris des exemples de gens qui sont des frères et sœurs au bout du compte, dans leur expérience. Oui, des gens. C'est pas des sympathisants traditionnels du FN. Mais on nous montre les uns contre les autres, à travers ces discours-là. On va trouver une ligne de clivage ethnoculturel, une ligne de clivage sportif, une ligne de clivage Le quartier. de quartier, une ligne de c'était quoi la phrase là, dans un texte, c'était ils sont fiers de leur département comme si leur mère alors, fait à la c'était Youssoufa. Ouais, c'est ça, ouais. sort d'où en fait 9-4. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, C'est ton à ouais, zéro, c'est ton numéro de téléphone. Il y a une fierté particulière au fait que tu vois tes parents ils ont trouvé un appart là et pas là, ils ont acheté ici et pas là. C'est quoi Mais l'histoire? ça montre aussi le vide spirituel. C'est que ce à partir de quoi on se construit. 9-3. Et c'est ça. Et comme le 9-3, forcément, ne peut pas continuer à exister s'il y a 94 qui passent, donc on s'identifie à des choses qui nous réduisent. Et le fait d'avoir un idéal, une vision, une religion, une spiritualité qui ne se transforme pas en idéologie de domination, parce qu'on a ce problème-là quand même, mine de rien, bien, ça libère, ça permet à un individu de se construire positivement, en lien et en paix avec son environnement, parce qu'en lien avec quelque chose qui le transcende. Ça, je pense que derrière notre volonté de lutter contre les discriminations, il y a nécessité de savoir ce pourquoi nous nous battons, et pas seulement ce contre quoi nous nous battons. Et si effectivement les musulmans, une des choses qui permet de lutter effectivement contre l'islamophobie, tu as dit tout à l'heure, tu as dit, mais les gens qui connaissent directement les musulmans, son voisin et autres, etc., ils disent non, mais lui, il est bien. Bon. C'est pas vis-à-vis de toi. Oui, voilà, t'es un bon, toi. Ça va. Les autres, mais toi, bon. Mais je pense que, encore une fois, ma critique, elle est celle d'un homme qui veut se libérer contre la colonisation et qui est autocritique vis-à-vis de lui-même. Mais je refuse qu'on utilise ma critique de la part des dominants pour me dire, tu vois, c'est toi. Non, c'est toi le dominateur. Mais moi, dans ma lutte contre toi, je suis en train de voir ce qui ne va pas chez moi pour que je puisse te vaincre. Il ne faut pas... À un moment, il y en a qui pensent que l'autocritique, c'est une manière de donner un coup de main à l'extrême droite. Ce n'est pas l'autre cas. Mais je reviens là-dessus. La façon dont nous présentons notre islam, fait-elle du bien? Apaise-t-elle? Apporte-t-elle spirituellement? Est-ce qu'elle montre que
même ceux qui sont contre nous au fond de leur cœur, ils se disent, mais c'est quand même des gens extraordinaires. Ah, ils sont bons, ceux-là. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons? Encore une fois, je ne dis pas que les incivilités, entre guillemets, ou la problématique civilisationnelle que Malik Ben Nabi, Ibn Khaldoun avant lui, ou Mohamed Iqbal et Mohamed Abdou avaient très bien pointé, je ne dis pas que ça justifie la colonisation, mais je dis que la manière dont nous présentons l'islam, dont nous vivons l'islam, permet-elle à ce que nous soyons des êtres humains accomplis, capables, leaders, contributeurs? Quel type d'éducation avons-nous dans nos familles, dans nos mosquées, dans nos prêches, dans nos discours qui sont les plus mis en valeur par rapport à d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on construit quelqu'un positivement? Moi, je crois que le discours musulman qui façonne nos esprits et qui est mis en avant par certains intérêts, il ne faut pas être naïf non plus, construit des gens qui sont plus en réaction contre, qui se positionnent vis-à-vis de l'autre, même quand ils sont en paix. Mais qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Combien de fois on a vu des femmes dans les mosquées être mises en avant? On sait tous très bien qu'elle a été mise en avant parce que la télé France 2 allait venir et qu'on sait ce qui va se passer quand la télé sera partie. À la cave. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le double discours. Encore une fois, ce sont des accusations qui sont menées par des gens de mauvaise foi. Mais il y a des fois quand même des choses que nous disons. Nous sommes pour l'égalité, mais quelquefois dans nos comportements, dans la manière dont nous éduquons nos enfants, dans nos prises de position vis-à-vis de l'autre qui n'est pas de la même couleur de peau que nous, il y a des défaillances. Ce qui fait qu'on développe un discours pour faire plaisir à l'autre, pour lui montrer que c'est bon, on est in comme toi. Mais en réalité, de l'intérieur, on n'est pas éduqué pour. C'est qu'Ibn Khaldoun appelait l'éducation de l'esclave. Il fait paraître de l'extérieur ce qui n'est pas en réalité à l'intérieur pour éviter le coup de bâton et la violence symbolique. Serions-nous dans un mensonge collectif, une hypocrisie collective, une ignorance collective, une ambivalence collective, voire même un paradoxe collectif? Je m'explique. A priori, généralement, les populations musulmanes font partie des plus pauvres de France. Politique injuste du logement oblige. Elles sont parquées en masse dans les quartiers populaires. Il aurait reproché un communautarisme ethnique, comme si elles avaient la main sur la politique du logement, alors que c'est l'État en connivence avec les bailleurs sociaux qui les a parquées par catégorie sociale et même par nationalité dans certaines villes, à l'image de Grigny, Villiers-sur-Marne, etc. À titre d'exemple, j'ai un membre de ma famille qui, à un moment donné, a demandé à habiter sur Grigny et voulait habiter dans le quartier dans lequel nous avons grandi, qui est un quartier majoritairement antillais. Parce qu'à Grigny, il y a des quartiers antillais, il y a des quartiers laotiens, quartiers tunisiens. Enfin, on a parqué les gens selon leur nationalité. La personne de ma famille voulait évoluer dans le quartier entier. Et du coup, l'office HLM lui a dit, officieusement, on vous le dit, vous allez aller avec les vôtres dans le quartier malien-sénégalais. Parenthèse fermée. Mais c'est des Anglais alors? Oui, c'est ça, c'est un système anglais. Ils disent qu'ils ne sont pas anglais, les Français. Exactement, c'est ça. Et d'après certains, c'est l'État en connivence avec les bailleurs sociaux qui crée ce dit communautarisme qu'elle dénonce. La France ne reconnaît pas les communautés, mais nous traite comme telles, comme dirait Youssoufa. Donc je réitère ma question initiale. Serions-nous dans un mensonge collectif, une hypocrisie collective, une ignorance collective, une ambivalence collective, un paradoxe collectif? Les 5, mon général. Tout simplement. À la fois au sein des communautés musulmanes et au sein de la communauté nationale. Il y a une forme de paradoxe systématique entre ce qu'on montre et ce qu'on essaie d'être, entre ce qu'on veut et ce qu'on dit vouloir, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc ça, c'est vrai au niveau individuel, c'est aussi vrai au niveau collectif. On parle en fait, on focalise et on met l'attention sur l'apparence. Quand on regarde en fait le parcours des musulmans au niveau individuel, on remarque que en fait, il y a une appartenance culturelle de fait pour ceux qui héritent de l'islam au niveau familial. Et puis après, il y a un moment décisif où ils s'approprient leur religion. Et que comme les convertis, comme pour eux, ces premiers mois, ces premières années sont des années où on a envie d'accomplir des choses visibles, des choses palpables, des choses concrètes. Et on met l'accent particulièrement sur ce qui est apparent. Le choix d'un prénom pour ceux qui se convertissent, le choix d'un code vestimentaire, on pense que c'est un uniforme,
on a un rapport à l'autre qui va être un rapport identitaire, on a envie de marquer des expressions en arabe ou vous savez, ces expressions islamiques où parfois on les met à toutes les sauces. Chez nos petits frères et sœurs, même chez des gens qui ne sont pas musulmans, les expressions Wallah sur le Coran, antinomiques avec l'islam, celle-ci, où je te jure sur le Coran de la Mecque, des expressions comme ça, au Starfullah, et ainsi de suite. Ça devient en fait des expressions, des gimmicks identitaires qui vont nous donner en fait une forme de contenance culturelle parce qu'on fait partie d'un groupe, on s'associe à un groupe. Et donc ça, c'est inhérent en fait à tout le monde. C'est de la On ne se sociologie. socialise pas uniquement à travers le prisme religieux, mais les gothiques, les gens qui grandissent dans le rap, les gens qui vont avoir des influences différentes. Et on cherche des petits marqueurs qui nous permettent de nous distinguer, de dire voilà, ça c'est mon équipe. On rigolait tout à l'heure sur les numéros de département, mais c'est une Ouais, catégorie c'est ça, ouais. d'appartenance. Et au bout du compte, si elle fait émerger l'excellence des uns par rapport aux autres, quand on voit la CAN des quartiers, ou quand on voit des concours sportifs ou des concours culturels ou autres, au contraire, ça peut même être quelque chose de très positif. Mais quand ça devient en fait quelque chose d'identitaire, de défiant, ou parfois même on a des embrouilles entre quartiers sur cette base-là, et on se dit ma colonne vertébrale, elle va être construite à partir de ça, au lieu d'être construite à partir de valeurs que moi j'aurais choisies, de l'éducation que j'ai reçue, qui sort pas de nulle part, dont mes parents ont assuré la transmission depuis des générations, et que tu reviens à la base, de bah attends, peut-être que j'ai retenu de mon dîne des choses qui sont très superficielles, et l'essentiel, je l'ai laissé de côté, alors que je devrais ancrer l'essentiel et rajouter des choses au fur et à mesure, brique par brique, et ça se voit. Quand ça se voit, alors que c'est déjà construit à l'intérieur, là c'est cohérent. Quand ça se voit, alors que c'est encore fragile à l'intérieur, c'est là où c'est superficiel et on réagit beaucoup plus qu'on consent des choses, beaucoup plus qu'on construit des choses. Et ce qui est vrai au niveau individuel, l'est aussi au niveau collectif. Le rapport avec la mairie, le rapport avec les médias, le rapport avec les sœurs, le rapport avec les donateurs de la mosquée, le rapport avec les autres communautés religieuses de la ville. Très souvent, c'est des choses superficielles où on réagit, et c'est après seulement sur l'échelle d'une génération où on se dit ah ouais, l'autre fois on n'aurait pas dû faire exactement comme ça. La prochaine fois qu'on recrute un imam, viens, on fait attention à sa formation islamique, au fait qu'il maîtrise les langues, au fait qu'il comprenne les problématiques locales. Et après, tu vas te retrouver avec un imam qui secoue les murs de la mosquée. Quand il parle le vendredi et il monte sur le minbar, il parle de ce qu'on vit, Oui. il parle de ce qui nous touche, il nous parle dans des termes qu'on comprend et qu'on reçoit, qui nous font vibrer, qui nous gonflent le cœur pour la semaine suivante. Mais cet imam, s'il a le courage de tenir cette parole, il faut que nous, on le soutienne. Ah. Et que la mosquée ne reçoive pas un coup de fil le lundi matin en disant hey, on a entendu que vous avez parlé de la Palestine vendredi là, sur le minbar, c'est fâcheux. Parce que c'est le genre de coup de fil que certaines mosquées reçoivent. Et il y a des imams qui ont perdu leur poste sur des déclarations comme ça. Il avait dénoncé le racisme, il a fait une critique de quelque chose qui avait été dit, il avait dénoncé un génocide ou un massacre de musulmans, de morts d'arabes, d'indo-pakistanais à travers le monde. Et pour ça, en fait, il va recevoir un coup de fil. Et comme souvent, en fait, c'est des organisations qui sont fragiles, elles n'ont pas l'historique, elles n'ont pas la trésorerie, elles n'ont pas le réseau juridique, financier, politique dans la ville, bah souvent, cette secousse, elle leur suffit. Mais la bonne nouvelle, peut-être que ça résonne avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, en fait, la photo instantanée, c'est qu'il y a encore trop peu d'imams qui sont vraiment en situation de capacité de diriger des communautés, en comprenant ce que ça implique d'avoir 2000 personnes qui prient derrière moi, en comprenant ce que ça implique d'avoir une ligne d'accueil, une ligne d'inclusion des sœurs et des jeunes, en comprenant ce que ça implique d'interagir sur un pied d'égalité, puisque c'est le principe même de laïcité, avec les acteurs publics de la ville. Mais si tu regardes la dynamique, ça va dans le bon Elle est en sens. progression. Et si tu regardes sur les 2000-2500 lieux de culte qu'il y a maintenant en France, tu peux dire qu'il y a bien 10%, même 15%, qui ont déjà fait leur évolution, qui ont des statuts juridiques très solides, des finances parfaitement administrées, des imams formés et staffés, une communauté d'action sociale autour d'eux qui est très active, sauf que bah, par construction, c'est pas forcément les plus audibles, c'est pas forcément ceux qui parlent le plus et qu'on met le plus en valeur. Et je terminerai là-dessus. Un journaliste me demandait une fois
et c'est arrivé même plusieurs fois dans des catégories différentes, contacte, il me dit ouais, j'aimerais bien que vous nous mettiez en relation avec un responsable de mosquée puis qu'il puisse nous parler de la criminalité dans son quartier et au sein de sa mosquée. Je dis c'est pas mon expérience, mais par contre je peux vous mettre en relation avec des responsables de mosquée qui vous partageront leur expérience et qu'est-ce qu'ils font au quotidien pour accueillir les fidèles, pour que ça se passe bien. Non mais nous c'est plus l'autre profil. Ok. Il y a une commande spécifique sur ce sujet, il y a un phénomène spécial qui se passe dans le pays sur ce sujet, la délinquance et le marché de la drogue au sein des mosquées ou en proximité des mosquées. Non, alors pourquoi vous en faites un sujet? Parce que ce qui est la tendance sociologique dans le pays, c'est la structuration, l'autonomie et la construction sociale des communautés musulmanes locales. Et ça n'a pas l'air de vous intéresser. Donc, qu'on soit bien conscient des efforts qui forcent en fait notre soutien, qui forcent notre admiration de ce que nos frères et sœurs font sur le terrain sans qu'on le voit toujours. Mais, et là je te rejoins Ousmane, parce que c'est quelque chose qui a rendu en fait la prière du vendredi pour moi, qui l'a réduite à sa simple obligation. En fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'aurais aimé que chaque vendredi, l'imam me secoue en fait. Et il me dit, voilà, c'est ça ton plan d'action de la semaine. C'est ça le thème de la semaine sur lequel venez, on fait tous un super effort avec la maman, avec les voisins, ou sur les cours des enfants, ou bien il y a telle échéance qui arrive, ou bien il y a tel besoin environnemental, ou bien viens, on va faire la forêt, ou autre. Que chaque semaine, il y a un thème où on lit un concept religieux, une grande leçon religieuse, un fait de société qui nous touche individuellement. J'aurais aimé que ce soit comme ça. Mais malheureusement, on est encore dans la phase où on arrive, on va parler des ablutions, je pense qu'on a un doctorat là maintenant en ablution, où on a un doctorat en respect de la République, il n'y a pas de souci. Viens, on passe à... Mais il y a quand même des mosquées où, par exemple la mosquée de Massy, moi je sais que... j'allais la prendre en exemple. J'allais la prendre en exemple. Il y a des, comment dire, enfin, il y a fait de société liée à, tu vois. J'allais la prendre en exemple. Mais la transition dont on parlait tout à l'heure, entre les tontons ont construit la mosquée, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient en partant d'où ils partaient, avec ce dont ils disposaient comme capital. Et il y a une transmission, de la même manière que quand on construit un ordinateur, on construit le hardware, ce qui est dur, les murs, les structures physiques, matérielles, et ensuite on réfléchit à qu'est-ce qu'on met dedans, et qu'est-ce qu'on met dans l'avenir. C'est normal que d'un point de vue sociologique, il y ait ça. Mais ça tient à des personnes. Tu parlais de la mosquée de Massy, il y a 3, 4 frères et sœurs il y a beaucoup plus qui sont actifs, il y en a 3 ou 4 qui ont réussi à faciliter cette transition d'une manière où il n'y avait pas d'effet de rupture en disant ah ouais, ça c'était les anciens, ils comprenaient rien, et nous on arrive, on est les pros à main, et on va prendre le pouvoir. À chaque fois qu'on a essayé de mettre en place des clivages comme ça, c'est voué à l'échec. Mais quand ça vient dans une espèce de transmission continue, mais en même temps qu'on est exigeant vis-à-vis du projet que propose le lieu de culte ou l'association, on se donne le temps. Parce que l'exemple que j'ai pris dans une de mes questions où j'ai parlé de la chute du coût de l'immobilier, je l'ai entendu cet après-midi. Il était assez explicite. Bonne affaire, on achète. Tu vois, par rapport au fait que voilà, les Jumaras, les problèmes de stationnement et autres. Ousmane, je te demandais de réagir rapidement car on arrive tout doucement à la fin de notre émission, mais on va en faire une deuxième partie car en vérité, j'ai trop de questions à vous poser, mais j'ai 2 dernières questions à vous poser car il nous reste peu de temps. Non, rapidement, moi je souscris tout à fait à ce que vient de dire notre ami et frère Mohamed. La question, moi je me positionne, voilà, Marwan comme moi et d'autres, on a la capacité, parce que Dieu nous a offert un parcours, parce qu'on a l'aisance matérielle et intellectuelle de penser sur les 50 années qui viennent. On n'a pas donc les mêmes obligations que d'autres personnes dans la communauté musulmane qui font par ailleurs un travail formidable dans leur domaine. Il y a des conditions, des institutions qui manquent dans la communauté musulmane où effectivement il y a eu des tentatives de construction de ces institutions qui ont été démolies ou qui n'ont pas pu perdurer. Et il faut faire le bilan de ces institutions. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Il y a plein de facteurs effectivement. Il faut les prendre en considération. Lors de ma dernière discussion avec mon frère Marwan, je lui avais posé la question de savoir pourquoi est-ce que son organisation qu'il avait créée à l'époque, les musulmans, pourquoi est-ce que certains intellectuels, je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'intellectuels. Je lui ai dit en fait, les prédicateurs, je les aime bien, mais ils ne pensent pas à long terme, ces frères.
Alors, dans la communauté, il y a des philosophes, il y a des anthropologues, il y a plein de gens. Il faut réunir tout le monde. Deuxièmement, on a une grave difficulté avec l'unité. Alors, on chante l'unité, mais comme jamais, mais c'est pour mieux trahir l'unité, mais comme jamais aussi. Alors, quel type de leadership, quel type d'intelligence, quel type de synergie penser? Parce que l'union et comment dire, la volonté de l'unité, de l'uniformisation, moi d'abord l'hégémonie, c'est ça qui nous a tous tués. Il y en a un qui est plus haut que tout le monde, il écrase tous ceux qui sont tout en bas. Peut-être qu'il faut penser d'autres types de leadership, d'autres types de stratégies. Moi, à un moment, j'aimerais qu'on mette en place une liste d'électeurs musulmans qui vont élire leurs représentants avec une assemblée, avec différentes instances de lutte pour la justice et contre la discrimination, de solidarité pour les musulmans et pour l'ensemble de la société, de mise en place des pratiques des 5 piliers de l'islam qui soient en harmonie, en saine interaction avec le reste de la société. Une fois, je me souviens, j'avais dit, mais on a 5 millions de musulmans à peu près. Ils sortent chacun obligatoirement la zakat al-fitr. Ça fait beaucoup de millions, en tout cas. Le geste de dire, nous les musulmans, on arrive à réunir cet argent, quelque part, et à dire, telle partie, on donne à l'ensemble de la société pendant 10 ans pour lutter contre la pauvreté. Mais ça vaut tous les discours. Et c'est juste une question d'organisation. Et de leaders capables de mener ce genre de travail. Mais encore faudrait-il en avoir l'idée, la volonté, et de construire cela. Et cela sur plein d'autres aspects. Je sais que ça viendra, Inch'Allah. C'est en cours. C'est peut-être parce que c'est en cours qu'on est en train d'en parler. Le 11 septembre 2001, à partir de 8h46, heure outre-Atlantique, le monde a-t-il changé? Sommes-nous passés en l'espace de quelques minutes d'un monde à un autre pour les musulmans et toute l'humanité? Ma deuxième question. Les attentats du 13 novembre 2015 en France, au Bataclan, les attentats de janvier 2015 en France, le 7 et 9 janvier 2015, Charlie Hebdo et l'attaque de l'Hypercacher. En plus du fait que nous déplorions toutes les victimes de ces actes horribles et que nous les condamnions, le monde a-t-il changé une seconde fois? Et sommes-nous passés à une islamophobie 2.0 à ce moment-là? Sur le plan idéologique et de l'expérience, même si beaucoup prennent cette date du 11 septembre comme une espèce de point névralgique où tout aurait basculé, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une accélération. Bien sûr que du point de vue du nexus d'événements en fait, qui se sont agglutinés autour et des conséquences de cette attaque-là, bah, il y a beaucoup de choses à dire et ça a eu un impact sur les musulmans. Pas que sur les musulmans, même sur des sikhs, des gens qui ont juste une couleur de peau qui ressemble à la nôtre et qui se sont fait agresser au lendemain et dans les jours qui ont suivi. Mais Donc, je vois pas en fait. selon toi, le 11 septembre 2001, toi, tu vois pas de changement juste après cette date-là, je vois une continuité dans la perception je vois une continuité depuis la période que Ousmane a évoquée tout à l'heure, à savoir les années 80, 83, parce que c'était la première fois où, en France, notamment, on avait construit l'idée que c'est parce qu'ils sont musulmans qu'ils posent problème. Et à l'époque, c'était spécifiquement sur le thème que tu as abordé, parce qu'il y avait des grèves chez Peugeot et Talbot. Le gouvernement Monroy. Et le gouvernement Monroy qui dit, bah voilà, c'est les ayatollahs qui essaient de monter en épingle en fait cette mobilisation sociale. À gauche, hein. Alors qu'il n'y avait pas d'Iraniens, il n'y avait pas de chiites, donc on ne pouvait pas se référer à cette idée-là, sauf que sur la scène internationale à l'époque, il y avait beaucoup d'actualités en Iran, donc leur manière de causer du tort à la réputation des grévistes et aux revendications qui allaient avec, bah, c'était de les accuser d'être des ayatollahs. Donc depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, il y a une continuité en fait de ce point de vue-là. Mais il y a eu une accélération et il y a eu des conséquences concrètes au 11 septembre. Le point principal qui a basculé, et même si les gens ne le connaissent pas forcément, c'est la mise en place en fait d'un programme de politique institutionnelle au niveau international qui s'appelle CVE, Countering Violent Extremism. C'est le cadre de travail que les États-Unis ont forcé et qu'ils ont imposé à l'essentiel de leurs partenaires pour lutter contre le terrorisme. Et cette théorie, vous allez la reconnaître tout de suite, c'est celle qui a été mise en place ensuite, la lutte contre le séparatisme et ainsi de suite en France, quand c'est arrivé ici. C'est l'idée que, en fait, il y a une continuité
entre la pratique de l'islam et, avec une graduation, le basculement dans l'activisme violent et la haine de l'autre, et ensuite le terrorisme. Et donc, pour contrer cet extrémisme violent, il faut le contrer dans ses causes. Et donc, criminaliser la pratique musulmane, surveiller la pratique musulmane. Les programmes de surveillance du FBI, les gens qu'on a essayé de retourner pour qu'ils commettent des attentats pour venir légitimer cette politique-là, les programmes qui ont été déclinés en Angleterre sous l'étiquette Prevent, les programmes ensuite avec des lignes d'appel, SOS Jihad, et les programmes de délation dans les universités, les services publics, les services de santé, les services éducatifs, où on liste, où on dénonce des musulmans parce que celui-ci aurait une barbe en rentrant de vacances, celle-ci aurait mis du henné, celle-là a arrêté de mettre du maquillage, ainsi de suite. Tout ça, en fait, c'est des résultats, des conséquences collatérales de ce paradigme-là qui a été établi et qui a pris 20 ans à être déconstruit et à être remis en cause dans les pays anglo-saxons, et c'est pas encore fait. Et au moment où les autres pays l'abandonnent, C'est là que la France l'adopte. Alors c'est vrai qu'on est un peu en retard, on aurait aimé être à la pointe. On garde quand même un très fort taux de croissance sur l'islamophobie, mais je ne sais pas si la France a vraiment envie d'être connue pour ça. Comme l'a dit un grand auteur, à Paris, c'est comme aux States, mais on lève au moins 10 ans. C'est ça. Tu vois. Et attends, pour rebondir vite fait sur. Après, c'est une question que je vous pose aussi à tous les deux, mais est-ce que paradoxalement, ces malheureuses attaques du 11 septembre, elles n'ont pas suscité de l'intérêt, de la curiosité autour de l'islam, voire poussé des gens à se convertir? Si, mais ça, oui, mais ça. Après, à cause aussi de la surmédiatisation du. Il n'y a pas de souci. J'aurais préféré. Enfin, j'ai pas envie de refaire le film et j'ai pas envie d'exprimer de regretter que des gens se soient convertis dans ces conditions. Pour l'avenir, c'est mieux qu'on se fasse connaître par une action positive collectivement et une pratique du quotidien, ce qu'on essaie tous de faire à notre échelle, plutôt que ce soit des événements dramatiques qui conduisent les gens à s'interroger. Mais c'est un réflexe sain chez les personnes qui disent ouais, on parle beaucoup de cette religion, on parle beaucoup de ces gens-là. J'aimerais mieux comprendre. D'accord. Donc ces réflexes-là, je les vois pas comme des opportunités, d'autant plus que la conséquence la plus lourde et la plus directe, c'est ce que les Irakiens ont subi. Les dommages que ça a produit dans la région et au-delà, la déstabilisation du Moyen-Orient, la déstabilisation et le massacre de dizaines de milliers de personnes, les morts par millions qu'il y a eu en Irak, la destruction méthodique d'un pays qui était parmi l'avant-garde de toute cette région, et les réverbérations que l'on en subit encore, sont des conséquences directes de ce qui s'est passé au lendemain du 11 septembre. On peut raconter tout ce qu'on veut à propos de George Bush, de son agenda, de l'excuse qu'il a utilisée pour mener une guerre qui est une guerre impériale, qui est une guerre hégémonique, qui correspond dans le détail près à ce que tu évoquais tout à l'heure en introduction. Le pacte impérial pour obtenir en l'occurrence des ressources au prix de l'oppression d'un peuple, mais à la fin, ce n'est pas une super bonne nouvelle, même toutes choses confondues. Ousmane, est-ce que pour toi, pour beaucoup en tout cas, le 11 septembre, pour beaucoup, l'islamophobie, en tout cas, a pris tout son sens. Enfin, même certains parlent même de naissance de la grande islamophobie à ce moment-là. Certains parlent du fait que certains musulmans même se sont bien s'affirmer dans le bon comme dans le mauvais. Certains parlent d'une scission qui a eu lieu entre l'Occident et le monde arabe, et voire le tiers-monde. Certains parlent de guerre civilisationnelle. Je connais pas mal de gens qui ont commencé à avoir de l'intérêt pour la géopolitique à ce moment-là, s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, les enjeux de ce monde. Certains ont découvert qu'il y avait un autre mode de vie plutôt que le mode de vie occidental, même si ils sont rattachés déjà à leurs origines, à eux, tu vois. Ils vont dans leur pays d'origine, mais voilà, on parle souvent d'échelle de valeur. Et on sait que certains ont remis en cause l'échelle de valeur mondiale imposée par l'Occident, et le fait que cette civilisation a pris le pas sur les autres, pour reprendre un peu les mots certains termes de Charanta Diop dans Nation d'agriculture. Pour toi, le 11 septembre, il représente tout ce que je viens de te citer précédemment. Tu l'as ressenti autrement? Alors, il y a 3 points. Premier point, Daesh ou Al-Qaïda sont les alliés objectifs de l'impérialisme. Intentionnels ou pas, je ne vais pas rentrer dans leurs intentions, mais ces minorités musulmanes qui vont
soit manipulés ou pas, mais par absence de vision stratégique et civilisationnelle, et surtout de valeurs musulmanes fondamentales, vont directement se faire du bien en se disant, moi, au moins je fais quelque chose, j'attaque des gens. Ils n'ont ramené que ruine et désastre au leur. C'est un premier point. Deuxième point, la question de l'islam en tant qu'ennemi et la construction du terrorisme en tant que ce par quoi on va justifier notre présence dans le monde, c'est quelque chose qui est issu de la chute du mur de Berlin. Dans les années 90, le débat géopolitique qui a eu lieu après la chute de l'URSS, c'est quels ennemis on va avoir, puis on n'en a plus. Pourquoi? Parce qu'on est encore une fois dans une vision de construction de l'État-nation qui se pense toujours contre un ennemi. Il faut trouver un ennemi, sinon on ne peut pas exister, on ne peut pas continuer à exister. Et toute la réflexion dans les années 90, jusqu'au fameux livre d'ailleurs de Clash de civilisation de Samuel Huntington, c'est dans ce sens-là. Quel est le prochain ennemi? L'islam ou la Chine? Et sur ces 20-30 dernières années, c'est la stratégie qu'en réalité est en train de mener les États-Unis contre l'islam et contre la Chine en ce moment. C'est une continuité. Même si aujourd'hui ils disent on a perdu notre temps avec l'islam pendant 20 ans, pendant ce temps-là, la Chine et la Russie se sont remis et maintenant nous défient. En réalité, ce qu'annonçait déjà Samuel Huntington, c'était ça. Prochains adversaires. Aujourd'hui, les conflits ne sont plus entre États-nations, c'est fini, c'est entre civilisations. Et il y a des civilisations qui peuvent contester notre hégémonie en tant qu'Occident. C'est la civilisation sino-asiatique et la civilisation musulmane. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, la question, c'est à partir d'une telle vision, on comprend que le 11 septembre, du point de vue occidental, c'est important, mais du point de vue mondial, il y a pour d'autres pays des choses qui sont plus gravement passées. Vous allez voir nos amis de Chili, le 11 septembre, quand on parle 11 septembre chez eux, ils ne pensent pas à 2001. Ils pensent à 77 quand on a assassiné Allende et qu'il y a eu le coup d'État. Donc, tout dépend en fait. On a un problème avec l'Occident, c'est que leurs valeurs et ce qu'ils pensent être leur vie, c'est la vie de tout le monde. Et tout le problème, la problématique que nous avons entre civilisations, c'est que l'Occident confond les valeurs universelles, que tout le monde peut entendre et comprendre, avec la manière dont ils ont réalisé ces valeurs-là. Et donc ensuite, ils vont l'imposer au monde entier. Ils disent pas démocratie. Ils disent la manière dont on a fait la démocratie, c'est comme ça que vous devez le faire. En niant toute possibilité de la part d'autres civilisations de contribuer à l'incarnation de ces valeurs universelles qu'est l'autonomie humaine. Qui est contre l'autonomie? Personne. Qui est contre la liberté en tant qu'être humain? Personne. Mais la manière dont on vit la démocratie, la manière dont on vit la vie, elle ne peut pas être l'exclusivité d'une seule civilisation. C'est ça qui est en train d'être remis en cause. Le 11 septembre est un élément d'accélération. Le 15 novembre aussi, le 13 novembre, 13 novembre. en France, a été aussi un moment d'accélération. Mais dans l'envie d'une élite française qui se sent en situation d'infériorité, de complexe d'infériorité par rapport au monde anglo-saxon. Ils se sont dit, on a aussi notre 11 septembre. Et c'est horrible ce qui s'est passé. Mais à mes yeux, si j'étais à la tête du gouvernement, je ne poserais pas la question de savoir qui parmi les musulmans est susceptible de nous attaquer encore une fois. C'est qu'est-ce qui a fait sur le plan de nos politiques de sécurité? Quelle est la défaillance? Or, ce travail d'analyse politique, d'autocritique des politiques publiques n'est pas fait par les Occidentaux. Le 11 septembre, il y a des causes. Les gens, ils ne sont pas levés du jour au lendemain en disant on va jeter une bombe, on va jeter un avion. Il y a des causes géopolitiques, socio-économiques, internationales qu'il faut prendre en considération. Ça ne justifie pas, mais ça aide à comprendre. L'élite occidentale a refusé de voir ça. Ils se sont dit, ils ont fait ça parce qu'ils nous aiment pas. Ils ont fait ça parce qu'ils sont comme ça. Ils ont fait ça parce qu'il y a le Coran. Venez, on va mettre des milliards dans des études en islamologie, j'en ai fait, pour déconstruire le Coran. Frère, tu crois que ceux qui ont posé des bombes, ils lisaient le Coran? C'est pas ça, là. Tout ça, c'est de la distraction intellectuelle. Ça veut rien dire. Il y a des causes socio-économiques et politiques qui font que des gens font de la violence ou pas. Et si on les prend pas en considération, il y aura d'autres violences. On arrive tout doucement à la fin, mais je sais que tu avais envie de dire quelque chose. S'il te plaît, de manière succincte, s'il te plaît. Je t'en prie. Oui, juste si on devait adresser un message. Vous comprenez, je pense tous, que notre mission, c'est d'avoir
un discours qui met l'accent de manière critique sur ce qui ne va pas pour proposer une manière de le réparer. Ça, si ce n'est pas une forme d'attachement et de souci de son prochain, et de souci de la société dans laquelle on vit, qu'est-ce que c'est? Mais en même temps, comprenez que ce n'est pas le travail de 3 personnes, en fait. C'est le travail de chaque personne. Moi, je vous le dis, genre, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas lassé, tout va très bien, tout se passe très bien. Des fois, j'aimerais bien voir des gens prendre le relais. J'aimerais bien voir des gens émerger. J'aimerais bien voir des gens se fixer la responsabilité de dire quelle est ma contribution. Il y a un principe, peut-être je vais le partager, et si on part avec ça et qu'au moins une fraction de ceux qui nous écoutent et nous regardent l'appliquent, on va s'en sortir, je pense, très bien à l'échelle générationnelle dont on parle depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois on se retrouve autour d'un repas, ou autour d'une discussion, ou autour d'un thé, et un tel est en train de se plaindre du voisin, qui est en train de se plaindre de la sauce, qui est en train de se plaindre d'un tel, qui est en train de se plaindre de son voisin d'un pays différent, qui est en train de se plaindre qui identifie un problème. Et à la fin, tu sais, tu te dis, ok, j'entends, mais au bout d'un moment, en fait, ça fait juste augmenter le baromètre de la frustration. Donc juste un truc qu'on applique et que je trouve vraiment le plus pratique. À chaque fois que je vois un problème dont je pense qu'il est systémique, genre il est récurrent, je le vois, j'essaie de designer, j'essaie de réfléchir à c'est quoi la solution, et je me donne la responsabilité de dire ce petit problème, le tout petit problème, moi je vais essayer de faire quelque chose pour le résoudre. Tu fais ça à ton échelle, si tu as les muscles et le câblage pour avoir aussi une approche prospective de dire ok, moi ma contribution elle n'est pas juste sur comment on règle le problème des ablutions ou bien les poubelles dans le quartier, ça je le fais, mais moi mes études ou mon travail me prépare à avoir une réflexion sur d'accord, comment on enseigne la lecture, comment on forme des étudiants d'excellence, comment est-ce que les gens sont en train d'évoluer vers une élite qui n'est pas un but d'elle-même, qui n'est pas une élite individualiste de demain, mais qui a le souci d'être en première ligne de ceux qui aident, de ceux qui font. Et chacun, à son échelle, si on a cette démarche de dire, en fait, genre, il n'y a pas de problème, il y a des problèmes dans la société, ils ne nous définissent pas. Venez, on essaie de faire quelque chose, et chacun à notre échelle, on s'astreint la responsabilité, plutôt que de se plaindre, de dire qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait, c'est bon, l'affaire, elle est pliée. Dans une génération, nous, on sera comme ça en train de dire ok, c'est pas mal. Pas mal. Maintenant, on peut commenter que des trucs positifs et on voit que le travail des frères et sœurs, de nos grands tontons, tata, et il a porté ses fruits. C'est tout ce que j'espère pour nous. Sur ces mots, nous ferons une seconde partie. Alors, je pense que nous n'avons pas fini. Moi, quand même, Ahmed, la spiritualité. Avec tout ça, le fond, la relation avec le divin. Vivre l'islam non pas comme un habit social, culturel, pour faire chic, pour faire bien, mais parler avec Dieu. Et de se dire, je vais faire quelque chose qui fera que Dieu demain me dira, je suis fier de toi. C'est un bon. Souvent, je dis, quand je vais mourir, j'aimerais que les gens fassent une standing ovation pour moi, avec leurs ailes. Ça va dans tous les sens. Bon, j'espère que ça va venir. Avec tous les péchés que j'ai sur la tête, j'espère que Dieu me pardonnera. Mais franchement, ça, ce serait mon kiff. Que Dieu le réalise pour chacun d'entre nous. Nous ferons une seconde partie. Pour donner assez rapidement mon petit avis sur en tout cas sur le 11 septembre, en tout cas, je pense que chacun on se souvient de l'endroit où nous étions. Moi, j'étais animateur, je revenais, je dirais, ils ont filmé. Moi, j'étais médiateur et j'ai des collègues à moi qui m'ont dit ouais, c'est la fin du monde, qu'est-ce qui se passe? Je dis qu'est-ce qui se passe? J'étais pas au fait de ce qui se passait, tu vois, sur le plan géopolitique et autres. Et moi, vraiment, pour donner mon petit avis, j'ai vraiment l'impression que juste après qu'il y ait eu cet acte horrible, enfin, en tout cas, ce 11 septembre, j'ai l'impression qu'avant, des gens pouvaient se promener en camis, tranquille, limite faire leur prière devant tout le monde, tu sais, même battre ton tapis devant tout le monde et personne ne va rien dire. Et que juste après, tu vois, moi je l'ai vu dans mon travail, j'étais médiateur, il y a eu un basculement. Moi j'ai vu des responsables nous interdire aux gens de faire la prière. C'est vrai. J'ai vu des gens, après, l'autre impact, c'est j'ai vu des gens se convertir. Beaucoup de gens se convertir et s'intéresser à cette religion alors qu'elle était, et toujours aujourd'hui, mais qu'elle était hyper décriée. Tu vois, j'ai vu des gens s'intéresser au fait qu'à un moment donné, il y a le ramadan et qu'il
ils sont acharnés par le fait qu'à un moment donné, c'est le ramadan, cette religion est décriée, ces musulmans qui ont jeûné toute la journée, Qu'est-ce ils nous, que c'est ils nous proposent à manger. Alors que, comment ça se fait, tu vois? Mais bon, nous en discuterons dans le cadre d'un deuxième épisode. Je vous remercie et on se voit bientôt. avec plaisir. Inch'Allah. Merci à toi.